le plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce plateau de Télé 50 dans le cadre de votre émission Monde du Savoir, émission que vous avez toujours l'habitude de suivre parce que vous l'appréciez, vous l'aimez bien. Alors, quel système éducatif adapté aux réalités du monde actuel? Plusieurs voix s'élèvent de nos jours que le Congo n'a pas encore sa propre école et que son système éducatif est longtemps resté prisonnier du système éducatif occidental, donc le modèle colonial. Quelle est la réalité sous d'autres cieux et quelles sont les pistes et les solutions de nos jours pour satisfaire aux attentes de notre nation? C'est cela la question centrale que nous sommes en train d'aborder sur ce plateau avec le professeur Israël Kabashiki. Bienvenue. Merci. Et donc, vous avez eu à vivre la réalité autrement parce que vous avez étudié au Congo dans les systèmes éducatifs traditionnels que nous utilisons jusqu'à ce jour, plus de 60 ans déjà. Au même moment, vous avez franchi de l'autre côté de l'océan où vous avez aussi expérimenté pendant plusieurs années d'autres systèmes éducatifs, notamment aux Amériques du Nord, comme on dit. Et donc, en Amérique du Nord, d'un côté le Canada et de l'autre les États-Unis. Quel est le constat que vous pouvez peindre d'abord de chez nous ici? Ok. Le système chez nous, comme on l'a dit, nous a été légué par les colons. C'était pour résoudre les problèmes de ce temps-là. Et malheureusement, après l'indépendance, on l'a gardé. On ne l'a pas changé. Et je trouve que les étudiants ici ont un certain avantage. Ils reçoivent beaucoup de théories et l'horaire est surchargé. Alors, est-ce que vous confirmez justement cette théorie que les intellectuels ou sous d'autres cieux, comme d'autres intellectuels, le Congo n'a pas encore sa propre école avec cette thèse que vous soutenez? Oui, on peut dire que le Congo n'a pas encore sa propre école. Mais est-ce qu'il faudra que le Congo ait sa propre école? C'est ça la question qu'on pourra toujours se poser. Sinon, chaque pays aura sa propre école. Il y a combien de pays au monde? Il y a un problème d'équivalence, un problème de qualité d'enseignement aussi. Que faire justement? Parce que c'est l'heure de la mondialisation, où le monde se veut un village planétaire. Qu'est-ce qu'il faut envisager? Une école universelle qui serait, une école universelle, comme on prétend le dire. Aujourd'hui, on nous rapporte le système de Bologne, LMD, comme on dit. Oui, ce système-là n'est pas mauvais. Je pense que c'est un départ. Un départ parce que ça raccourcit le nombre d'années qu'on fait. Par exemple, moi, j'ai fait une licence ici en sciences économiques, mais j'ai passé 6 ans sans reprendre une année parce que je devais faire mon graduat en sciences commerciales et financières à l'Institut supérieur des commerces. Et comme il n'y avait pas la licence là-bas, je devrais aller en sciences économiques. J'ai refait le graduat là-bas et 2 années de licence. Donc j'avais 6 années d'université. Et quand je suis arrivé au Canada, quand on a fait l'équivalence, c'était l'équivalent de ce qu'on appelle bachelor, de 4 ans spécialisés. Donc voilà 2 années de perdu avec le mémoire qui était considéré comme une thèse. Donc si j'étais là-bas, ce serait une maîtrise. Alors aujourd'hui, on remarque un taux assez élevé de chômage dans les chefs des jeunes en Afrique, mais notamment pour ne parler que du Congo, au Congo. Est-ce que ce taux de chômage est tributaire au système éducatif qui ne répond pas ou bien il y a d'autres raisons? Il peut y avoir d'autres raisons, mais le système éducatif a aussi quelque chose à faire avec cela. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui sont données aux étudiants, pas de pratiques, pas de pratiques du tout. Alors, quand ils finissent, les entreprises ou les entrepreneurs ou ceux qui veulent l'engager demandent qu'il y ait l'expérience de 5 ans. 3 ans, 2 ans, 5 ans, ils n'ont pas eu le temps de faire cela. Alors, les gens qui ont étudié ailleurs, qui ont eu le temps d'étudier et de travailler au même moment, ont de l'expérience. Ils viennent prendre du boulot et aussi parce que les frontières n'existent plus dans la mondialisation, le travail peut être ici. Quelqu'un en Inde, en Philippines, peut le faire. Donc, ces gens-là ont de l'expérience et nos jeunes gens chantent. Quelle est alors la réalité ailleurs? Au Canada, par exemple, où vous vivez, comment ça s'est fait? Comment un jeune... Son cursus est de combien de temps finalement?
Les bachelors, qui est le baccalauréat, le premier cycle de l'université, est de 3 ans en général. Comme chez nous. Oui, 4 ans, c'est un baccalauréat spécialisé, comme moi je l'ai fait. Une licence spécialisée en business computing à l'université de Winnipeg. Bon, mais l'horaire est différent, il est souple. Quand je suis arrivé, je me suis inscrit et j'ai eu cours le lundi, le mercredi et le vendredi. Il n'y a pas cours samedi. Donc, les 2 autres jours de la semaine, à part le samedi, j'avais le temps de travailler dans les secteurs où je faisais mes études. Donc voilà, je suis en train de travailler, gagner de l'argent et aussi en train d'avoir l'expérience dans les domaines. Quand j'ai fini, je n'ai pas seulement de théorie, j'ai aussi la pratique. Mais alors, finalement, les problèmes se posent au niveau du contenu des enseignements qu'on donne ou bien les volumes même ou alors c'est autre chose? Je pense que les deux. Premièrement, quand un étudiant va à l'école de 8 h du matin à 6 h du soir, de lundi à vendredi, il n'a pas le temps de faire des recherches. Des recherches, parce qu'un étudiant, c'est un chercheur. Nous devons les inciter à faire les recherches. Il n'a pas ce temps-là. Il se contente de ce que le professeur lui donne. Si le contenu de la matière que le professeur donne n'est pas à jour, parce que les professeurs sont occupés à autre chose, alors l'étudiant reçoit quelque chose qui n'est pas à jour. Voilà, c'est déjà un problème là-bas. L'autre problème est qu'ils n'ont pas le temps de faire du travail, comme je l'ai dit, pendant qu'ils sont en train d'étudier. Alors là, ils finissent avec beaucoup de théories, peut-être les théories qui ne sont pas à jour, ils vont dans le milieu du travail. Quelqu'un qui a étudié ailleurs, qui a eu de la matière qui est fraîche et qui a eu le temps de faire du travail dans le même secteur, tandis qu'il étudiait, est plus performant. Que faut-il dire finalement? Le système éducatif que vous êtes en train de vilipender, bon, tous les intellectuels, que vous mettez en cause, c'est un certain groupe d'intellectuels, c'est vrai, vous êtes assez nombreux, c'est le même système qui vous a vu, vous, émerger jusqu'à atteindre là où vous êtes. Est-ce que vous ne pouvez pas saluer ces prouesses jusqu'à ces jours? Oui, je remercie mes professeurs, ils étaient vraiment bons, mais j'ai dû travailler dur. Travailler dur pour réussir, arriver où j'étais, avoir le diplôme de licence. Ce n'était pas facile. On a eu des professeurs qui, eux, donnent toutes les questions de l'examen sur peut-être 10 pages d'un gros syllabus. Si vous n'avez pas lu ça, vous avez échoué. Dernièrement, j'étais avec un groupe d'étudiants, toute une classe, et ils m'ont dit qu'ils avaient échoué à un cours et qu'ils devraient reprendre les cours, toute la classe. J'étais un peu choqué. Qui a échoué? C'était la classe, les étudiants ou le professeur lui-même? Ça sont des questions qu'on se pose de l'autre côté de l'océan. Si les étudiants échouent, est-ce que... Faut-il remettre les profs en cause ou alors c'est... Exactement. Alors vous voyez, le système doit être réformé pour pouvoir évaluer aussi les professeurs. Et si jamais on arrivait à éradiquer les antivaleurs qui gangrènent ce système pour qu'il soit fluide tel qu'il devrait être ou tel qu'il a été conçu de manière normale? Éviter par exemple la corruption, éviter tous ces mots-là qu'on décrit. Ça c'est une bonne chose. Vous savez, de l'autre côté là-bas, la corruption c'est une mauvaise chose. Même trafic d'influence. Si un étudiant me corrompt, ma carrière est finie. S'il y a une question de trafic d'influence, même une perception, ma carrière est finie. Mais c'est un peu différent. C'est pourquoi, par moment, les affaires ne tournent pas en Afrique. C'est parce que, comme je l'ai dit, les professeurs ne sont pas évalués, ni par les autorités, ni par les étudiants eux-mêmes. L'étudiant doit être au centre du système. Au centre du système parce que le système est conçu pour lui. Il doit avoir la maîtrise et avoir un certain pouvoir. Donc, vous avez été tropicalisé. Quelle est la modalité des enseignements? Vous ne devez pas recopier ce qu'on vous donne par vos enseignants. Les supports, on vous les donne, les syllabus et autres? Oui, d'abord, les bibliothèques sont bien fournies. On a accès à des bibliothèques bien fournies. Et aussi, l'Internet, on a accès à l'Internet pour pouvoir accéder au savoir. L'Internet n'est pas seulement là pour l'information, mais le savoir aussi, l'expertise des autres qui sont passés avant nous. On a accès à cela. Et
la façon dont on évalue l'étudiant, c'est un grand problème ici. On demande à l'étudiant, définissez l'économie monétaire. Donnez-moi les 4 fonctions de la monnaie. Et comme je le dis toujours, un perroquet peut donner la réponse. Mais je pense qu'il faudra peut-être venir avec un projet réel, concret, donner à un groupe d'étudiants, leur demander d'analyser ce projet-là et donner des solutions, proposer des solutions. Alors, c'est au professeur de voir comment l'étudiant raisonne. Il faut développer l'esprit critique, les raisonnements critiques de l'étudiant au lieu de développer le sens des récitations ou des rétentions de ce qui a été donné. Nous avons tantôt évoqué le cas de la permutation des systèmes de Bologne en Occident, par exemple. Mais est-ce que vous croyez que le Congo a bien copié ce système occidental? Je ne sais pas comment il est copié ici. Je vois certaines universités, pour leur publicité, ils mettent qu'ils utilisent le LMD, peut-être pour attirer les étudiants. Mais la façon dont le système est appliqué, je ne sais pas encore. Parce qu'on rencontre dans nos universités où on plébiscite ce système, ils continuent toujours avec les cours d'introduction, par exemple. En G1, on dit introduction au droit, aux notions du droit, ou introduction au management. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit l'appliquer en principe? Quel a été l'objectif de ce système au départ par les Occidentaux eux-mêmes? Je pense que c'est parce que l'Europe devenait une seule zone. On devrait éviter le problème d'équivalence de diplôme. Une licence belge se fait pendant 5 ans, alors qu'une licence française, c'est 3 ans. Comment faire l'équivalence? Je pense que c'est ça, c'est une des raisons pourquoi on est arrivé à ce système-là, pour pouvoir harmoniser le système d'enseignement en Europe. Alors, le problème, il est réel. Sur terrain, où nous voyons beaucoup de sociétés de placement, ce qu'on appelle des sociétés de sous-traitance, et eux estiment qu'il y a inadéquation entre les enseignements qu'on donne à l'université et de l'autre côté, la réalité sur terrain, sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire, ce sont des enseignants que vous êtes qui avaient échoué, c'est vous qui avez échoué. Est-ce que vous concédez cet échec-là? Qu'on dise que les étudiants que les professeurs ont formés ne sont pas utilisables. Oui, je parlais de cela. Je parlais des théories qu'on donne aux étudiants. Beaucoup de théories, certaines sont déjà caduques, sont dépassées, parce que les professeurs, par moment, ils sont occupés à autre chose, ils ont d'autres priorités. La science, peut-être, c'est quelque chose qu'ils font, mais les priorités sont ailleurs. Alors, dans ces cas-là, quand on n'a pas de la matière mise à jour, on ne saura pas former des étudiants d'une bonne manière. Et quand l'étudiant n'a que des théories, il n'a jamais fait de pratique, sur le milieu du travail, il ne sait pas s'y prendre. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, le chômage dont vous parlez, pour avoir d'autres sources, mais l'éducation, le système d'éducation, c'est une autre source. Parce que si on ne trouve pas les gens qui sont en mesure de faire le travail, comme ils doivent le faire, les employeurs vont se référer ailleurs. Ils vont chercher les gens qui sont en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada. On leur donne on leur promet de bonnes conditions. Ils arrivent ici. Alors que nos jeunes gens qu'on a formés ici, ils sont au chômage. Ils vendent des cartes de téléphone. Alors, on doit parler d'un aveu des enseignants. De nos jours, c'est dommage. Mais finalement, quelles sont les pistes de solutions de manière concrète pour rendre efficace les systèmes éducatifs congolais? Premièrement, je commence par le changement d'horaire. Rendre l'horaire plus souple pour permettre aux étudiants d'être participants dans leur propre formation. Leur donner l'occasion de faire des recherches. Je parlerai aussi d'un partenariat entre les entreprises et les systèmes d'éducation. Pour faciliter les stages professionnels. Pas seulement ça, aussi, je pense que si une compagnie comme la Bralima, la Marsavco, une compagnie comme l'Unibra entre en partenariat avec la faculté de chimie et la faculté des sciences agronomiques, elles peuvent donner des projets concrets aux étudiants. Les étudiants vont travailler là-dessus, sous supervision d'un professeur et donner des solutions et des propositions. Ces solutions-là pourront être appliquées dans la vie courante. De cette manière-là, il y a ce qu'on appelle le win-win. Le gagnant-gagnant. Oui. La faculté ou les facultés vont avoir des fonds.
qui viendront des entreprises. Des entreprises. Et les entreprises vont trouver les étudiants qui sont bien préparés, qui ont commencé déjà à travailler sur le projet, tandis qu'ils étaient étudiants. Oui, parce que alors quand ils vont de l'autre côté, ils seront performants. Sous d'autres cieux, le savoir, on la cherche, la connaissance, on la cherche dans le monde scientifique pour résoudre un certain nombre de problèmes auxquels la société est confrontée. Que ce soit sur le milieu politique. Oui, même les milieux politiques, souvent ils viennent vers les gens comme nous, avec leurs problèmes. Nous proposons ce qu'il faut proposer. Alors les hommes de science sont là pour ça. Donc, s'il y a un tel partenariat, ce sera déjà un grand progrès. Et donc là, on comprend qu'en Afrique, les études souffrent de financement. Les entreprises en Afrique ne savent pas accompagner les étudiants, les recherches. Oui, ça c'est vrai. Malheureusement, elles accompagnent les vedettes, les musiciens et ceux qui font ce qu'on appelle entertainment, l'amusement. Et pourtant, c'est comme j'ai toujours dit, les anglo-saxons disent que ça prend tout un village pour élever un enfant. Ça prend tout le monde aussi pour développer un pays. Mais ce n'est pas de la responsabilité de l'État? L'État est là pour donner un cadre général. Mais l'enseignement, je pense que le secteur privé doit aussi s'y impliquer. D'où est-ce que le salut va nous venir? Vous, les enseignants, vous les Congolais assez nombreux, éparpillés à travers le monde, est-ce que d'abord au Canada, tous les professeurs congolais, vous connaissez? Non, on ne se connaît pas. Le Canada est grand, c'est le deuxième pays au monde en termes de une structure qui peut vous réunir et que vous puissiez amener les nouvelles idées au pays. Est-ce que cette désorganisation, cette fuite de cerveau-là, ne fait pas souffrir le Congo? Oui, c'est vrai que la fuite de cerveau fait souffrir le Congo et les autres pays africains, mais ce que je propose est qu'il y ait un cadre qui permettra aux cerveaux congolais qui sont de l'autre côté de rentrer de temps en temps pour pouvoir aider et que cela soit facilité et qu'il n'y ait pas un peu de problème, comme tel que votre visa n'est que d'un mois, et ainsi de suite, ou bien montrer la prise en charge, toutes ces histoires-là. Il faudra qu'on puisse inciter ces gens-là à venir, à pouvoir aider le pays. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous engager dans ce sens-là? J'ai un plaidoyer peut-être pour le pays. Vous qui êtes assez nombreux là-bas et vous êtes assez intelligent, vous personnellement, l'ancien président Taboumbe qui vous a cité même dans un article où il était en train de vanter votre savoir-faire scientifique, mais finalement, est-ce que vous ne pouvez pas vous organiser dans ce sens-là? Sauver le Congo sur le plan scientifique? Oui, on peut le faire, mais il ne faut pas que cela soit vu sous un autre angle. C'est ça le danger. Mais sous un angle scientifique, on peut le faire. Moi, je continue à venir au Congo depuis 2 ans pour voir ma famille, mais pendant ce temps-là, j'en profite pour pouvoir aussi partager mon savoir avec mon peuple, avec le pays, avec les étudiants que j'aime bien. Alors, on pourra toujours se réunir et puis faire une structure, mais la crainte est que ça pourrait être mal vu. C'est ça. Alors, ici au pays, on a quand même une crème intellectuelle assez élevée, même les étudiants assez brillants. Quelle est la politique que vous mettez en place ou que vous pouvez mettre en place pour que vous encouragez ces étudiants à sortir du pays de manière personnelle? Oui, je vais répondre à cette question-là. Premièrement, je veux proposer une autre chose. Je veux proposer que les universités aient une certaine autonomie. L'autonomie d'entrer dans les partenariats avec d'autres universités à l'étranger. Genre de jumelage. Quand il y a un tel jumelage, les professeurs vont échanger des idées. Les étudiants peuvent aller de part et d'autre, échanger des expériences. Dans ce sens-là, on pourrait se rassurer que les étudiants d'ici sont au même diapason que ceux de l'autre côté. Et que les enseignants d'ici sont aussi au même diapason que ceux de l'autre côté. Concernant la deuxième question, personnellement, mon entreprise que j'ai fondée, IZ New Consulting, je suis en partenariat avec un institut de management à New York pour que ceux qui veulent faire leur maîtrise en management international puissent aller là-bas. L'entreprise est où? Ici au Congo? Mon entreprise est au Canada. Au Canada? Oui, mais je suis en partenariat avec l'Institut de management à New York. Alors, j'ai intéressé les étudiants. Mais une des conditions était d'avoir la maîtrise de l'anglais. Passer ce qu'on appelle le TOEFL. Oui. Alors, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu. J'ai renégocié. En renégociant, on m'a dit que je pourrais toujours emmener les étudiants pour qu'ils apprennent l'anglais sur place. OK.
Alors là, s'ils apprennent l'anglais sur place pendant 6 mois, ils pourront alors entrer dans le programme qu'ils veulent. Mais ces étudiants, vous les prenez où? En Afrique ou bien Oui, en Afrique, partout en Afrique. Okay. Ceux qui veulent partir, les francophones, ils devront aller là-bas pour apprendre l'anglais pendant 6 mois à New York. Mais il faudra qu'ils présentent une capacité financière. Il faudra qu'ils présentent à l'ambassade... Les étudiants doivent eux-mêmes se prendre en charge. Exactement. Sur le plan financier. Exactement, qu'ils peuvent louer un appartement pendant ce temps-là, qu'ils peuvent manger d'eux-mêmes et qu'ils peuvent payer les Minerval. Alors, le total, c'est à peu près 14 000 $. 14 000 $. Oui, pour 6 mois de cours d'anglais intensifs à New York et le temps d'y rester. S'ils finissent et qu'ils réussissent au TOEFL, ils peuvent alors s'embarquer dans le programme de management international. Au Canada? Aux États-Unis toujours. Ah, mais votre institut, vous ne pouvez pas l'implanter ici au pays? Je pourrais bien l'implanter, mais il faut que je sache les modalités d'implantation. J'étais absent du pays pendant plus de 25 ans. Vrai. Donc, il faut que je sache qui peut m'aider. La facilité est là. Question seulement que vous puissiez vous renseigner. Si la volonté est là, de votre côté, bien sûr. Oui, c'est aussi un appel aux Congolais qui veulent apprendre l'anglais à New York. Et ils ne peuvent que m'appeler, appeler ma compagnie. Et puis, bon. 14 000 $, c'est énorme pour un Congolais. Je ne sais pas. Je ne connais pas les revenus du Congolais. Le pouvoir d'achat mais ceux qui veulent étudier à l'étranger, et ils ont cet argent-là. Mais la difficulté était la connaissance, la maîtrise de l'anglais. Parce que vous décriez, est-ce que vous pensez, peut-être qu'on va finir par là, vous pensez mettre en place une politique ou quelques stratégies à soumettre, par exemple, au gouvernement? Je voudrais bien le faire. Je voudrais bien le faire parce que, vous savez, j'ai été béni, je suis chrétien, j'ai été béni par Dieu quand il m'a mis de l'autre côté de l'océan. J'ai acquis la connaissance, le savoir. On a toujours dit que le savoir acquis et qui n'est pas partagé est un gâchis. Alors, c'est pourquoi je veux le partager. J'aimerais aussi, comme vous avez dit là, parler avec les autorités de la place pour pouvoir proposer des solutions dans le cadre de l'enseignement, de la formation des cadres, ainsi de suite. Un projet de formation, un projet d'implantation d'un centre de formation à Kinshasa, c'est ce que je compte faire aussi pour recycler ceux qui ont terminé il y a des années et qui ont besoin de la matière fraîche pour pouvoir être compétitifs dans ce monde globalisé. Alors, vous prenez beaucoup plus le leadership et le management dans la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, leadership et management? On va finir par là, la dernière question. Ce monde est en mutation, permanente mutation. On doit bouger avec lui. Si on ne bouge pas avec lui, on manque le navire. Aujourd'hui, le futur n'est plus le prolongement du passé. Une décision prise aujourd'hui par les leaders ou par les managers peut devenir caduque ou obsolète demain. Il faut avoir un style qui est souple, qui est flexible. Les hiérarchies traditionnelles qu'on a reconnues, qu'on a vues dans les entreprises, ne sont plus appropriées dans ce monde ici. Il faut trouver un nouveau style. Il faut trouver de nouvelles organisations, telles que les équipes qui s'auto-contrôlent. Il faut les trouver. Au lieu d'aller vers la hiérarchie traditionnelle, on peut aller vers ce qu'on appelle hétérarchie. Là où les gens peuvent travailler en collaboration et pouvoir avancer avec le projet et atteindre leurs objectifs. Donc, il faut ce style-là. On ne peut pas rester comme on était avant. C'est manquer les navires. Merci Israël Kabashiki, professeur d'université ou des universités à travers le monde, au pays et de l'autre côté de l'océan. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Monde du Savoir. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, vous avez compris que votre émission touche à sa fin. Une thématique assez importante que vous avez suivie. Il s'agit justement du système éducatif qui est congolais naturellement, qui est mis en cause par un certain nombre d'intellectuels qui estiment qu'il est resté prisonnier de l'idéologie occidentale et par conséquent, il faut peut-être voir dans quelle mesure la réformer autrement, et les plus durs parlent même d'une refondation même du système éducatif. Et donc, le débat est loin d'être clos, il continue et il continuera toujours, et on va toujours creuser jusqu'à ce qu'on trouve solution pour résoudre les problèmes auxquels notre pays est confronté. Au revoir.